bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette quatrième séance d'un cycle des webinaires consacrés aux nouveaux enjeux de la transition numérique des villes. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez sans doute noté qu'il y avait eu une longue période de latence. Eh bien, c'est parce que voilà, il n'y a pas que les visioconférences dans la vie, il y a d'autres choix qui sont faits et qui peuvent venir rallonger le délai. Et donc, c'est pour cette raison-là et pour aucune autre qu'il y a eu ce long délai entre la troisième séance et cette séance que nous organisons aujourd'hui. Par rapport au programme initial, donc d'ailleurs, cette séance est bien celle qui était prévue pour le mois de novembre. La séance antérieure sera reportée à une autre date. Et donc, nous avons une séance aujourd'hui intitulée « Les acteurs privés de la ville numérique et la construction du marché français de la Smart City ». Alors, ça vient s'inscrire, je l'ai dit à l'instant, donc dans un cycle consacré aux nouveaux enjeux de la transition numérique des villes. Et ce cycle de rencontres, en fait, est lié d'une part à la convergence d'intérêts scientifiques de la part de la chaire ville numérique de l'école urbaine de Sciences Po et du plan urbanisme construction architecture, qui était lié à deux, trois choses. D'une part, parce que qu'on l'appelle Smart City, ville intelligente, ville numérique, ce qui ne se retrouve peut-être pas complètement, eh bien, cette transformation, ce régime-là de fonctionnement, de production de la ville commence à avoir une histoire et qu'on trouvait intéressant de s'intéresser sur ce que l'on sait, ce qui se transforme, ce qui émerge, ce qui se dessine. Et nous avions, côté PUCA, réalisé un travail avec Eulalie Creuset, élève de l'école polytechnique en stage à ce moment-là, au PUCA, un rapport de synthèse sur ces questions-là, et nous avions essayé de l'aborder de façon non frontale, c'est-à-dire sur le capitalisme de plateforme ou sur la surveillance, mais à partir de questions peut-être plus avec un peu plus facile à saisir à travers finalement des initiatives, des projets, des épreuves de collectivités ou de citoyens, et en serrant les questions, et donc tel que vous avez pu le voir, sur le programme. Alors ça n'empêchera pas d'envisager ces grands enjeux, mais on voulait partir en plus de travaux réalisés par des chercheurs, et notamment des jeunes chercheurs, et les mettre en dialogue avec des acteurs. Donc c'est un peu le principe général de ce cycle de webinaire, et cette séance-là n'y échappe pas. Mais je laisse Antoine introduire la thématique de cette matinée. Voilà, je te laisse la parole, Antoine. Merci François et bonjour à tous. Donc effectivement, cette matinée sur notre quatrième séance qui est consacrée, comme sur le titre, sur les acteurs privés de la ville numérique et la construction du marché de la Smart City, plutôt en France. En fait, ça nous a semblé intéressant de revenir sur ce sujet des acteurs privés dans la ville numérique pour plusieurs raisons, puisque les acteurs privés, en tout cas certains acteurs, notamment des grands industriels de l'information, ont un peu été à l'origine de la mise sur agenda de la notion de Smart City. Acteurs privés qui se sont ensuite un peu délaissés de certains de ces aspects autour de la Smart City, mais la notion a circulé, a été reprise par d'autres entreprises et qui s'en sont emparées à la fois du discours et à la fois d'un certain type de solutions qui sont promues. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui au travers des présentations qui seront faites, c'est un peu de questionner qui sont aujourd'hui les acteurs privés de la Smart City, maintenant que ces grands industriels tels que IBM ou Cisco qui en étaient à l'origine se sont un peu mis en retrait, et quelles sont les solutions qu'ils peuvent proposer, comment ils s'insèrent dans un champ qui préexistait, qui est le champ des firmes urbaines et du capitalisme urbain traditionnel, en quoi ils recomposent ou non, et quelles sont un peu les stratégies, les revirements, leur encastrement un petit peu à la fois institutionnel et marchand sur différents territoires, et donc interroger cela à partir d'un prisme plutôt ici sur français, sur ce qui se passe en France par rapport à toutes ces questions-là. Et donc, évidemment, ce qui nous intéresse en étudiant les acteurs privés de la ville numérique, c'est d'avoir un questionnement aussi qui est propre à ce que ça fait, ce que ces acteurs peuvent faire sur des enjeux de politiques urbaines, de gouvernance territoriale, de transformation ou non d'un certain nombre de relations entre les acteurs publics et entre les acteurs privés eux-mêmes dans la mise en œuvre de l'action publique sur les territoires.
Alors, pour interroger cette question, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir trois intervenants, deux chercheuses et un professionnel qui discutera un petit peu, à partir de son regard, les présentations qui ont été faites. Donc, tout d'abord, Élise Opunchung, hein, qui est docteur en sciences politiques, qui a soutenu sa thèse il y a un peu plus d'un an, et qui est chercheuse consultante maintenant chez Data Activist et associée au laboratoire Mesopolis, qui nous fera une première présentation sur comment le champ français des firmes urbaines a vu arriver certains acteurs issus notamment d'économie numérique et en quoi ça le questionne et en quoi ça interroge les frontières du champ des firmes urbaines traditionnelles. Et ensuite, on aura le plaisir d'écouter Myrtille Picot. Donc Myrtille, qui est chargée de recherche en sociologie au CNRS, au CRESPA CSU, qui est associée au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, et qui nous présentera un travail sur les acteurs privés de la ville numérique, à la fois un certain nombre de grandes firmes qui proposent des solutions, mais aussi tout un nombre de startups qu'elle a été interrogée pour en connaître davantage sur leur stratégie, leur positionnement, les offres qu'elle pouvait proposer, les difficultés rencontrées sur l'émergence, la construction de ce marché des offres et services numériques à destination des villes. Et suite à la présentation des deux chercheuses, on aura le plaisir d'écouter Éric Berner, qui est chargé de mission à la Direction générale des entreprises, à la sous-direction des réseaux et des usages numériques et au service de l'économie numérique, et donc qui est un spécialiste au sein de la DGE, de ces enjeux de territoire numérique, de villes numériques, et on l'a invité aujourd'hui pour avoir justement le regard aussi de l'État, de la DGE sur cette construction, ce marché de la ville numérique en devenir au sein en France. Donc alors, Élise et Myrtille présenteront chacune pour une 15 à 20 minutes et ensuite Éric introduira donc le débat et la discussion pendant entre 5 et 10 minutes et ensuite on aura le plaisir de prendre vos questions pour un débat plus général. Alors, je ne prends pas plus la parole et du coup, Élise, je te laisse présenter si tu es d'accord. Je suis tout à fait d'accord, hein, c'est pour ça que je suis là. Et déjà, un grand merci à vous, hein, François et Antoine, pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir parler de nos travaux. Donc voilà, en principe, j'ai partagé mon écran. Si vous ne me faites pas de nom de la tête, je considère que vous le voyez. Donc, comme vous le remarquez, j'ai donné un titre extrêmement large à cette intervention, tout simplement parce qu'au moment de le donner, je n'étais pas encore tout à fait sûre de ce dont j'allais vous parler. Mais vous allez vous rendre compte que je vais vous parler en fait d'un cas finalement relativement précis. Donc voilà, ne vous fiez pas à ce titre très, très vaste. Donc avant toute chose, pour vous remettre un petit peu mon travail en perspective, moi, je travaille en fait à la croisée d'une littérature, enfin de plusieurs littératures, mais notamment dans la lignée de celle qui s'intéresse à l'évolution des interactions entre l'État, de manière générale, le secteur public et le secteur privé. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est les coopérations entre ces acteurs publics et privés, dont j'essaye notamment de montrer l'hétérogénéité de cette catégorie privée, par le prisme d'espaces qui sont à la lisière, à la périphérie en fait, des institutions publiques, où on a des acteurs publics, privés, académiques, journalistiques, qui se rencontrent, qui se discutent, qui font des choses ensemble. Donc, ce qui m'intéressait dans ma thèse que j'ai soutenue l'an dernier, c'était, par une entrée par la ville intelligente, de regarder ce qui se passait à la lisière du politique et de l'administratif, juste à côté donc, des espaces institutionnels, dans des groupes de réflexion, dans des prix, des grands événements, etc. Donc, pourquoi ça m'intéresse en fait, puisque c'est un endroit en fait absolument passionnant où on se rencontre l'éthos public et l'éthos privé, les logiques d'État et de marché, et ce sont des espaces où se discutent les futurs souhaitables de la ville et notamment où on débat des acteurs qui sont aptes à participer à leur réalisation. Donc, au cours de mon enquête, ce que j'ai notamment observé, c'est que face à l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché des villes, dans le champ urbain, notamment des acteurs qui sont issus de l'économie des données, ces lieux sont devenus véritablement des espaces de réflexion, de débat, de consensus aussi parfois, sur les conditions et les limites de l'implication du secteur privé dans la réalisation et dans la réflexion autour de projets de politique urbaine, donc de l'implication du privé dans le gouvernement des villes. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, en me focalisant en fait sur un cas assez précis, qui est celui de l'étude par un think tank français du projet de quartier intelligent Quayside à Toronto.
Donc voilà, je ne veux pas revenir exactement sur ce que j'ai fait dans ma thèse, mais je me suis intéressée à plusieurs cas, dont celui donc, de ce think tank de prospective urbaine. Et j'ai essayé de m'intéresser à 3 grandes questions. La première, c'était celle de la compétition entre des acteurs qui portent des visions de la ville de demain, en particulier de la ville intelligente, qui sont en coexistence, souvent en coexistence en tension, donc en concurrence. Et ça, je vais vous en parler un petit peu en vous montrant notamment des résistances à la vision techno-solutionniste de la ville de demain. Je me suis également intéressée à la construction d'une légitimité collective, notamment fondée sur des ressources savantes, à proposer des alternatives aux promesses technologiques donc formulées par ces nouveaux acteurs de l'urbain, donc issus notamment de l'économie des données. Et je me suis intéressée au maintien et à la réaffirmation de frontières sociales, notamment entre public et privé, au sein d'un champ urbain que je qualifie d'hétéronome, c'est-à-dire de dépendant de plein d'autres espaces sociaux, de l'espace politique, administratif, académique, journalistique, etc. Et ça aussi, donc, je vais vous en donner un petit peu un aperçu aujourd'hui. Donc, comme je viens de vous le dire, un des cas qui m'intéressait, c'était un think tank de prospective urbaine qui s'appelle La Fabrique de la Cité. Ce n'est pas vraiment un secret que j'ai travaillé sur eux. Et je me suis intéressée en particulier à ces stratégies de disqualification d'un projet torontois de Smart City qui avait vocation à ses débuts, maintenant il est complètement à l'arrêt, enfin presque complètement à l'arrêt, qui avait vocation à devenir un démonstrateur à portée internationale. Et ces activités, tout ce dont je vais vous parler, je me base sur un terrain que j'ai fait pendant quelques mois, courant 2019, dans le cadre d'une observation participante. Donc, j'ai travaillé au sein de ce think tank et observé un petit peu ce qui se faisait au quotidien. Je ne vais pas revenir exactement sur tous ces éléments factuels. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une organisation qui a en fait des ressources humaines et financières finalement assez limitées. Elle n'a pas un budget extensif. Il y a assez peu de monde qui travaille à temps plein à l'intérieur. Enfin, en tout cas, au moment où je travaillais dessus, donc en 2019, mais ça peut changer depuis. Mais cette organisation s'appuie d'une part sur des employés qui ont énormément de ressources, notamment beaucoup de capital académique. Et surtout, elle est insérée dans un réseau qui a beaucoup de ressources institutionnelles, journalistiques, dans une moindre mesure académique également. Donc, on n'est pas du tout en fait, sur un acteur qui serait complètement marginalisé. C'est vraiment une organisation qui est légitime aujourd'hui dans le champ urbain, qui est à la fois producteur de nouvelles expertises et passeur d'expertises, qui trouve un public finalement assez large, notamment dans les collectivités territoriales, mais également dans certaines instances centrales, dans certains cabinets ministériaux, par exemple. Donc, comme énormément de personnes qui s'intéressent à la ville de manière générale, la Fabrique de la Cité n'a pas eu d'autre choix qu'à un moment de prendre à bras-le-corps le sujet de la Smart City. Et elle le fait à partir de 2018-2019 en s'intéressant, en créant... en organisant des voyages d'études, par exemple à Singapour, également à Toronto, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en créant de nouvelles publications, en organisant des conférences, etc., et en recrutant également des personnes très compétentes sur cette question-là. Et donc, grâce à tout ça, elle a créé une nouvelle expertise qui s'est construite en fait complètement en opposition à la vision technocentrée de la ville intelligente, mais sans pour autant souscrire totalement, même pas du tout en fait, à un tournant, à une vision participative ou encore durable de la ville intelligente. Donc, c'est un positionnement en opposition, mais qui en même temps n'est pas forcément tout à fait clair. Donc, et pour construire cette expertise que je qualifie de critique en opposition donc, au technosolutionnisme, il fallait construire une connaissance à minima empirique de certains projets, centraliser des savoirs qui étaient notamment à l'étranger, qui étaient détenus par un certain nombre d'experts internationaux. Et pour ça, le collectif donc, a décidé de partir du terrain, c'est comme ça qu'ils en parlent, en organisant notamment ce voyage d'études en septembre 2019 à Toronto. Ils sont intéressés à plein de sujets, au sujet du logement, des infrastructures, mais en particulier, on ne va pas à Toronto pour rien, au sujet de la ville intelligente à travers ce projet Quayside. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à la Smart City et que vous avez forcément entendu au moins de noms ce projet-là, mais simplement pour vous en dire quelques mots. C'est un projet de quartier intelligent en fait sur la base d'une friche, qui est toujours en friche d'ailleurs à Toronto, tout près du centre-ville, pour laquelle un acteur public, une entité publique qui était Waterfront Toronto,
a lancé un appel à projet. Cet appel à projet a été remporté par Sidewalk Labs, qui est en fait une société sœur de Google, puisqu'ils ont la même filiale qui est Alphabet, et qui a proposé de créer un nouveau quartier intelligent avec plein de capteurs, avec l'utilisation de plein de données, que ça allait être absolument fabuleux. Et donc, ce projet, aujourd'hui, Sidewalk Labs s'en est retiré depuis le premier confinement, donc en 2020. Mais c'était un projet qui était, à l'époque, extrêmement intéressant, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait vraiment se formaliser une critique très, très forte, mais qui donnait à voir à la fois une nouvelle forme possible de collaboration entre acteurs publics et un nouvel acteur privé du gouvernement des villes, donc issu vraiment de l'économie numérique, en particulier du volet données, et qui montrait avoir aussi les potentialités des outils numériques dans la gestion urbaine, avec toutes les critiques qu'on peut formuler à cet égard. Donc, sur cette base-là, la Fabrique de la Cité est partie avec une délégation d'une vingtaine de personnes qui était composée principalement de cadres très haut placés du secteur privé français, quelques journalistes, quelques représentants aussi d'institutions un petit peu parapubliques, d'agences d'urbanisme par exemple. Il y a également pas mal de personnes, des collectivités qui ont été invitées, mais qui n'ont finalement pas pris part au voyage. Donc voilà, une vingtaine de personnes de Français qui étaient partis observer ce qui se passait un petit peu à Toronto. Donc sur place, il y a quelques visites qui ont été organisées, mais finalement très très peu. Le voyage consistait principalement en fait en une succession de tables rondes qui faisaient discuter des experts français avec des experts considérés comme locaux, dont le savoir reposait parfois sur les savoirs académiques. On avait quelques chercheurs universitaires, mais plus souvent sur une connaissance professionnelle, parfois militante, mais surtout professionnelle, du projet qui s'anime. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout ce qui s'est passé au retour, puisque même si on est parti en voyage finalement que trois jours, ça a occupé le think tank et ses publications pendant véritablement des mois, à travers la création, l'écriture et ensuite la publication de rapports auprès de la presse, auprès d'acteurs institutionnels. Ça a alimenté également tout un certain nombre de conférences, d'interventions dans les médias, etc. Donc, on a vraiment eu la construction, sur la base de ces quelques jours, d'une expertise critique qui rejette une certaine vision de la ville intelligente, qui est celle donc du technosolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que tout un ensemble d'outils technologiques, notamment de collecte et d'exploitation des données, permettrait de résoudre un peu tous les maux de la ville. Donc, cette critique du technosolutionnisme, elle était en particulier articulée autour de 4 principaux points. D'une part, le manque de clarté quant à l'utilisation qui serait faite dans ce quartier intelligent des données personnelles. Et effectivement, quand on regarde en fait les documents de Sidewalk Labs, on se rend compte qu'il y a quand même une méconnaissance du droit canadien, et même du droit de l'Ontario. La deuxième critique, c'était le trop d'importance qui était donné à la parole des citoyens, et ce malgré le respect d'un certain nombre de mécanismes de concertation qui ont été respectés d'un point de vue légal, mais qui ont été mal appropriés, mal utilisés. Et ensuite, et c'est sur ces 2 derniers points que la critique s'est vraiment concentrée, c'était celle de la méconnaissance par un acteur privé étranger, donc par cette firme américaine, de ce qui serait une culture nationale, et en particulier d'un ADN torontois. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était considéré comme absolument inacceptable, en fait, le fait qu'on soit mal implanté sur le territoire, qu'on connaisse mal le territoire. Et ensuite, la dernière critique, c'était les supposées ambitions politiques de cette firme qui, en participant en fait à la définition d'une nouvelle norme urbanistique, puis en participant à la gestion du territoire, tendrait en fait à se substituer à l'acteur public sans en avoir la légitimité démocratique. Donc, globalement, on avait vraiment la construction de Quayside, de ce quartier, comme un peu un avatar des dérives néolibérales, liberticides, technosolutionnistes de la ville intelligente. Mais je fais quand même un petit aparté, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, le technosolutionnisme, cette vision en fait, de la ville intelligente, elle n'est pas du tout nouvelle à la fin des années 2010. Ça s'inscrit vraiment dans la lignée de la vision qu'on appelle systémique de la ville, qui a été notamment défendue par les firmes informatiques au milieu des années 2000, IBM, Cisco, etc. Cette idée que la ville serait un système de systèmes qu'on pourrait rationaliser
grâce à l'outil technologique dans lequel on pourrait prendre des décisions publiques extrêmement rationnelles, presque dépolitisées. En fait, si on compare l'offre de services qu'ont pu proposer IBM et Cisco, par exemple, au discours des dirigeants de Google, de Sidewalk Labs, etc., on se rend compte que les promesses sont quand même relativement semblables. La nouveauté, cependant, ça, on ne peut pas le nier, c'est quand même le niveau d'exploitation de grands ensembles de données, d'ensembles toujours plus grands de données qui devraient permettre donc presque une dépolitisation en fait, des questions urbaines avec des décisions toujours plus rationnelles, toujours extraites un peu du débat public et qui, en théorie, risqueraient de redéfinir le cadre de la gouvernance urbaine. Bref, je referme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que tout cet arsenal de critiques, en particulier les 2 dernières, ont été largement diffusées dans l'espace journalistique, dans l'espace institutionnel et ont participé à un déplacement d'une opposition qui était jusqu'à présent devenue presque classique, même si elle est très simpliste, hein, entre la ville et l'État, donc entre 2 niveaux de gouvernement, vers une tension, une opposition entre d'un côté une entreprise étrangère qui est quasi monopolistique en fait sur son secteur d'origine d'activité, et de l'autre côté la puissance publique, particulièrement incarnée au niveau municipal et métropolitain. Donc on a vraiment un déplacement en fait de la tension au sein du gouvernement des villes. Donc voilà, mais après s'être focalisé sur un point d'intérêt extrêmement particulier, je pense qu'il faut décentrer un peu le regard et replacer cette critique d'un projet, donc du projet Quayside, dans l'économie générale des travaux de ce think tank. En fait, la critique de la privatisation, de la dépolitisation également des questions urbaines, et également la construction de cette nouvelle menace qui pèserait sur le gouvernement urbain, particulièrement incarné par Sidewalk Labs et derrière ça par Google, ça s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus générale de ce think tank, mais qu'on retrouve dans d'autres espaces en France à ce moment-là, sur les grands projets, en particulier sur le volet concertatif des grands projets urbains, notamment des projets d'infrastructure, et de réflexion sur la légitimité de certains acteurs privés, les acteurs qui auraient un historique de travail avec la puissance publique et qui seraient particulièrement implantés sur le territoire, leur légitimité à prendre part en fait, à la concertation réglementaire, même à la prendre à leur compte. Donc, ce qui est vraiment passionnant en fait, dans ce projet, c'est qu'on a d'un côté le refus absolument catégorique qu'un acteur de l'économie numérique, un acteur des données, un nouvel entrant en fait, sur le marché des villes, devienne le teneur de crayon de la fabrique urbaine, prenne une place centrale dans la conception de l'urbain, dans la conception urbanistique. Et de l'autre côté, l'idée que les opérateurs historiques de services, d'infrastructures urbains sont tout à fait capables, légitimes même, pour prendre à leur charge l'intérêt général et pour en assurer une partie de la réalisation. Donc en fait, ce qui est intéressant, à mon sens, ce n'est pas tant la critique du projet Quayside en elle-même, hein, même si on pourrait la décortiquer, et ce serait très intéressant en fait. Mais voilà, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a un peu une hiérarchisation du secteur privé au sein du champ urbain, avec en haut des acteurs qui seraient capables d'endosser une forme d'éthos du service public, et de l'autre, des acteurs qui incarnent complètement, strictement même, les dérives du marché des villes, en particulier à la rencontre entre l'urbain et le marché de la donnée. Donc, en fait, en faisant exister une menace sur la base, j'insiste, de scénarios qui, à l'époque, sont strictement hypothétiques. On craint ce que Google Sidewalk Labs pourrait faire, mais on n'en a à ce moment-là pas encore tout à fait les preuves. Donc, en faisant exister cette menace, on a une disqualification de nouveaux entrants dans le champ urbain que ces opposants imaginent en fait susceptibles de bousculer les cadres d'interaction, les normes pratiques qui régissent les rapports entre les différents acteurs de l'urbain, qu'on imagine capables de reléguer en fait à un sale boulot de la Smart City, un sale boulot de la ville, les acteurs historiques qui seraient cantonnés à être bétonneurs en fait, de la ville intelligente plutôt que concepteurs et gérants de la ville. Et ce, même si à ce moment-là, donc en 2019, on a déjà beaucoup de travaux, hein, notamment y compris les travaux d'Antoine Comont, par exemple, qui ont bien montré que ce n'est pas parce qu'on a de nouveaux acteurs qui entrent, qui s'insèrent un petit peu dans les cadres de gouvernance urbaine que celle-ci est fondamentalement renouvelée. Enfin, ce n'est pas tout à fait parce qu'on a de nouveaux acteurs que la gouvernance urbaine explose en vol et devient quelque chose de tout à fait nouveau. Bref.
Donc, en fait, ce qui se joue derrière cet exemple qui pourrait paraître un peu anecdotique, très précis, très localisé, c'est finalement extrêmement important, puisque c'est l'imposition d'une bonne conception de la ville et la reconnaissance des catégories d'acteurs qui seraient légitimes à la discuter et à la rendre opérationnelle. Donc voilà, pour résumer en quelques mots, j'essaye d'aller très vite, je suis désolée de ne pas pouvoir aller plus en détail. J'ai essayé de vous présenter une forme de résistance à la construction d'une nouvelle norme urbanistique, d'une nouvelle vision opérationnelle de la ville qui a été produite localement donc à Toronto et qui avait vocation à la base à se diffuser à l'international. Donc, je ne vous ai pas du tout parlé en fait de la circulation d'une norme urbanistique, mais plutôt de la façon dont on essaye de l'arrêter et d'éviter sa diffusion. Et à travers cet exemple, ce qu'on observe, c'est le travail de tout un ensemble d'acteurs qui sont regroupés à la lisière du politique, à la lisière de l'espace institutionnel, de l'espace administratif et politique, qui disposent de tout un ensemble de ressources savantes, et également d'accès aux institutions, et qui, d'une part, revendiquent la légitimité, la pertinence d'une distinction entre public et privé, et en même temps la capacité et la légitimité d'un bon, avec des guillemets, privé, à soutenir le public dans la réalisation de l'intérêt général. Donc, on aurait un public qui, à travers son implication très poussée dans des grands projets, notamment d'infrastructures, serait à même de participer à la réalisation de l'intérêt général. Et de l'autre côté, ces mêmes acteurs qui proposent une vision de la ville intelligente, une vision de la ville de demain, au sein duquel ces acteurs privés historiques auraient une place toujours centrale, qui occuperait toujours une place importante dans la gouvernance urbaine, et dans laquelle cette vision... Et en même temps, des nouveaux acteurs qui seraient complètement exclus de cette gouvernance, des acteurs qui ont investi donc beaucoup plus récemment le marché des villes, et ce, sur la base de leur incapacité, encore une fois supposée, à faire passer l'intérêt général avant leurs intérêts marchands. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais simplement c'était pour une présentation pour essayer de vous montrer un petit peu l'hétérogénéité finalement de cette catégorie privée et le fait que sur le marché urbain, tous les acteurs ne sont pas forcément mis sur la même échelle, notamment sur la même échelle presque morale. Merci beaucoup, Élise. Je propose qu'on passe tout de suite à la présentation de Myrtille. On prendra toutes les questions ensuite dans la foulée. Juste du coup, François me faisait remarquer que, peut-être, je ne sais plus si tu l'as dit, Élise, mais que la Fabrique de la Cité, donc le think tank que tu as étudié, qui est donc une émanation du groupe Vinci, pour aussi le repositionner dans le champ urbain. Oui, oui, tout à fait. C'est son unique mécène. Ce qui fait sens par rapport à ce que tu nous as dit sur finalement la hiérarchisation ou les luttes de place entre acteurs privés et leur plus ou moins grande revendication à la légitimité. Je laisse la parole à Myrtille. Alors, merci beaucoup. Je lance juste mon chronomètre pour éviter de dépasser. Merci pour cette invitation et puis je suis contente aussi de pouvoir échanger avec Élise où en fait j'ai entendu parler de ses travaux plein de fois et on ne s'est jamais croisés. Donc voilà, je suis contente de présenter à ce séminaire. Donc moi je vais revenir sur la question des villes intelligentes aussi ou villes smart city. Enfin voilà, j'utilise ce terme un peu parapluie sans l'utiliser de façon trop conceptuelle. Peut-être je vais revenir, pourquoi ça ne passe pas à ma prochaine slide. Voilà. Du coup, je vais revenir un peu sur, rapidement là, vu que Élise justement a pas mal évoqué cette question avant, mais juste pour un peu présenter moi mon approche de cette question. Donc en fait, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions de villes numériques, intelligentes, etc., j'ai d'abord commencé un peu par une revue de littérature et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prolifération, enfin, ça a été bien dit avant, mais il y a une prolifération de recherches et de littérature grise sur la ville numérique et intelligente qui souvent, en fait, est dans une perspective assez normative, c'est-à-dire qu'est-ce que cette ville devrait être, à quoi la ville intelligente devrait ressembler, etc. Qui sont les acteurs un peu légitimes ou non pour intervenir là-dedans, et donc des débats assez normatifs. Avec en parallèle de ça, donc d'une perspective sur ce qu'elle devrait être et à quoi elle devrait ressembler, d'autres perspectives qui sont plus critiques et qui soulignent en fait davantage la ville numérique
comme un développement technologique, ou un nouveau développement en fait d'une ville entrepreneuriale, d'une ville néolibérale, et donc assez critique de ces discours et de ce développement de la ville intelligente ou smart. Plus récemment, il y a eu des analyses en fait des effets de ces dispositifs sur les administrations, sur les collectivités territoriales et sur la production et la circulation de données urbaines dans ces administrations. Donc ça, c'est peut-être un peu plus récent avec des recherches qui sont plus empiriques, qui regardent un peu concrètement ce qui se passe réellement et qui ne sont pas seulement dans des discours sur ce que devrait être ou ne devrait pas être la ville intelligente. Et ensuite, on voit aussi un énorme développement d'enquêtes sur les plateformes, donc toutes les plateformes type Airbnb, Waze, etc. Donc la plateformisation de la ville qui participe aussi de cette ville numérique et qui est parfois croisée avec une approche un peu plus bottom-up de la ville numérique, donc par les usages des gens de ces dispositifs numériques. Donc bon, dans toute cette littérature, donc moi j'ai essayé de voir en fait d'avoir une approche qui serait peut-être assez empirique pour étudier en fait la construction de ce marché, donc là en France en l'occurrence, mais du coup en m'intéressant à finalement qui participe concrètement à la production d'offres pour la ville numérique. Et donc, quelles entreprises on retrouve derrière? Donc, déjà, quels sont les acteurs qu'on retrouve derrière? Quels sont les dispositifs qui sont développés? Puisqu'on a quand même tout un discours sur le numérique qui parfois, selon les définitions, est plus ou moins central dans ce que serait ou devrait être la ville numérique. Donc, finalement, de quoi on parle en fait concrètement quand on parle de Smart City? Et après, derrière ça, du coup, quelle représentation de la ville et de sa gestion donnent ces dispositifs-là. Donc, je ne vais pas revenir sur l'intégralité des résultats de ces recherches que j'ai effectuées pendant plusieurs postdoctorats dans différents laboratoires. Mais du coup, c'est pour donner une idée de mon approche qui, du coup, est ancrée à la fois dans une approche socio-technique, donc un peu les dispositifs numériques et ce qui révèle aussi en termes de politique derrière, mais aussi dans une approche de sociologie urbaine, donc qu'est-ce que ça fait aussi aux villes en termes de transformation matérielle, de transformation concrète, et une approche de sociologie économique qui, du coup, permet d'interroger comment se construit ce marché. Donc, bon, ça c'était juste pour passer rapidement sur la méthodologie, donc à la fois une revue de littérature grise, des entretiens, aussi des données économiques sur les entreprises que j'ai étudiées, notamment sur les startups, où j'ai fait une base de données assez extensive sur les startups de la Smart City, avec aussi pas mal d'informations sur les personnes qui les ont fondées, donc leur trajectoire, les écoles dans quelles, leurs études, etc. Et puis après, l'observation d'événements, bon, je passe rapidement. Donc, juste là encore pour présenter donc à quoi répond la Smart City. Quand on regarde la plupart des sites Internet, on voit que la Smart City, elle est censée répondre aux problèmes urbains qui touchent les villes. Donc, tous ces grands problèmes, parmi lesquels notamment la démographie, la densité urbaine reviennent de manière très, très claire, plus la question du développement durable, de la crise climatique, pour laquelle la Smart City serait une réponse, et la question de la qualité de vie, mieux vivre en ville. Donc voilà, donc la ville est le lieu des problèmes, mais c'est aussi le lieu et la solution du changement grâce au numérique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. Et dans les images qu'on voit, et je le dis parce que c'est quand même, ça me paraît quand même pas anodin que ça soit aussi récurrent encore aujourd'hui dans les représentations, dans beaucoup d'offres et de sites Internet, voilà, les images qu'on voit, donc c'est des grandes plateformes, c'est quand même ça, c'est pas forcément toujours ce qui est vendu, mais c'est quand même ce qu'on retrouve de façon fréquente, des plateformes avec une vision à distance de la ville, qui croisent différents secteurs d'action publique, voilà, donc on retrouve ça, des images, là encore, c'est Expercité, donc je crois que c'est Eiffage, donc qui propose ça, donc on voit ça, et en fait, ça rappelle quand même une vision assez, voilà, que là, je vous ai mis une image de SimCity 2000, bon, ça date un peu, mais en fait, on retrouve quand même cette vision très à distance de plateforme qui est assez caractéristique quand même de la vision présentée des villes intelligentes. Donc, si on regarde plus concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans les offres des entreprises pour la ville numérique? Donc là, je vous donne un exemple plutôt là pour commencer du point de vue des startups.
de la ville intelligente. Donc, quelque chose qui est très, très récurrent dans les offres, c'est la question des nouvelles formes de modélisation. Donc là, j'ai mis un extrait d'entretien d'une créatrice de start-up qui dit « Je m'étais rendu compte à force de vendre à mes clients, donc dans un autre travail avant la start-up, que les objets connectés, c'était la solution. Pour un, avoir des perfs économiques, deux, des perfs environnementales, parce que comme mon associé, j'étais arrivée à peu près au même constat que quand on peut mesurer, on peut améliorer. » Et donc, cette idée qu'on peut mesurer, on peut améliorer, donc qui est souvent attribuée à une citation, bon, certes pas très réaliste, enfin un peu résumée de Lord Kelvin en 1792. C'est un peu une ancienne des écoles de management qu'on retrouve aussi donc là, j'ai mis, c'est une citation qui est par exemple sur la page d'accueil d'une start-up, citée donc Lord Kelvin, etc. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment dans les discours. Donc, on va avoir plein de données. Donc là, ça s'applique très bien en numérique. On va avoir plein de données. Et du coup, on va mesurer des nouveaux phénomènes qui n'étaient pas mesurés avant. On va avoir des nouvelles façons de mesurer. Et donc, en croisant toutes ces données, eh bien, ça va permettre d'améliorer la gestion urbaine. Donc là, je vous montre un exemple plus concret. Donc, par exemple, ici, c'est dans le cas de la mobilité. En fait, on va avoir notamment le développement de nouveaux capteurs ou de nouvelles formes d'analyse qui vont permettre d'avoir des données qu'on n'avait pas. Donc là, dans l'analyse de la mobilité, en fait, on a ici un exemple à partir d'images de vidéosurveillance ou de vidéoprotection. Où on va faire tourner des algorithmes qui vont permettre de faire des décomptes du nombre de camions, du nombre de scooters, du nombre de vélos, du nombre de voitures, et donc avoir une mesure à la fois plus fine, plus individualisée et plus récurrente, plus fréquente que ce qu'on avait avant avec les boucles magnétiques qui étaient installées dans la chaussée et qui permettent moins de différencier les vélos, les voitures, etc. Donc, en fait, on a des nouveaux capteurs qui, grâce à l'avancée, là, notamment en termes d'analyse d'images, donc là, les caméras sont devenues donc, de nouveaux capteurs pour ces questions-là et vont produire des nouvelles données plus spécifiques que celles qui étaient avant. Donc, on est avec cette idée de mesurer quelque chose qu'on ne mesurait pas avant, qu'on mesurait moins bien avant, et qui va permettre d'améliorer ensuite la gestion de la mobilité, des flux différenciés, etc., grâce à ces nouvelles données. Donc, ces nouvelles formes de modélisation, elles peuvent aller beaucoup dans les discours, jusqu'à la prédiction, voire l'automatisation de la décision publique. Donc là, je vous mets un exemple de la start-up Menti, qui propose un logiciel d'intégration de données diverses des collectivités, donc RH, finance, petite enfance, etc. Et qui présente en fait sur son site internet donc l'idée que grâce à ces données qui n'étaient pas analysées ensemble avant et qui n'étaient pas toujours vraiment utilisées autant, on va, grâce à des algorithmes, donc avec un peu cette boîte noire qui permettrait un peu tout et n'importe quoi, on va pouvoir donc étendre le nombre de décisions prises automatiquement et ainsi permettre aux humains d'aller plus loin dans la compréhension de la réalité. Et ces fonctionnalités prédictives et l'intelligence artificielle vont pouvoir guider le pilotage des politiques publiques, donc en apportant une technologie de pointe aux services publics. Donc ça, c'est quelque chose, là, c'est un exemple avec les données RH, etc. Mais c'est quelque chose, cette dimension prédictive qu'on retrouve chez les startups. Donc dans ma base de données qui recense à peu près 80 startups, chez les 2 tiers, on retrouve cette dimension prédictive dans l'offre. Alors, c'est dans le discursif, ça ne veut pas forcément dire que l'offre est réellement prédictive, mais c'est quelque chose qui est mis en avant en tout cas. Par contre, en fait, cette idée que donc pour mesurer, mieux mesurer va permettre d'optimiser, d'améliorer, c'est quelque chose qui se heurte quand même à la réalité des faits. Donc là, je vous mets un extrait d'entretien que je trouve assez intéressant d'une autre startup qui donc dit « ça a un peu changé notre offre parce qu'on avait un peu une idée d'ingénieur, d'une machine d'analyse de données qui permettrait de prévoir les conséquences des politiques publiques. » En fait, c'est très compliqué déjà parce que les données ne sont pas disponibles, l'open data n'est pas abouti, les collectivités ne maîtrisent pas leurs données et puis on manque de données. Il n'y a pas assez de capteurs qui sont déployés. Mais à partir du moment où on a suffisamment de data, ça doit être possible de modéliser la ville. On a seulement un problème de puissance de calcul et de génération de données. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de ville où elles étaient suffisamment câblées, mais ça reste l'objectif à long terme. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un discours qu'on retrouve en fait assez fréquemment une fois passé la présentation de l'offre.
qui est que, en fait, c'est possible, cette idée de améliorer grâce à des nouveaux modes de calcul, etc. Mais malheureusement, on n'a jamais assez de données pour pouvoir en réalité le faire. Donc, à la fois parce que l'image, ce qui est donné, c'est que les collectivités ne sont pas assez efficaces dans la maîtrise et la production de leurs données, mais c'est aussi qu'il n'y a pas assez de capteurs finalement, parce qu'on n'arrive pas bien à capter ces phénomènes-là. Donc, il faudrait mettre plus de capteurs pour produire plus de données pour qu'on puisse faire ces analyses. Voilà. Donc, en fait, c'est intéressant parce qu'on se retrouve face à cette promesse de la Smart City, se heurte quand même à une réalité qui est cette question des données. Finalement, on dit oui, il y a des data lakes, il y a des données partout, les données sont le nouvel or noir, mais en réalité, ce n'est pas forcément si clair que ça qu'il y a ces données, et ou en tout cas qu'on puisse en faire ce qu'on souhaite en faire. Un autre enjeu, c'est la qualité et la spécialisation des données, les formats des données. Donc là, c'est une autre entreprise. Donc face à ce problème de données manquantes et aussi, en fait, un problème qui est très, très important, qui est que ces données viennent de sources très, très différentes, de capteurs très, très différents, avec des formats très différents qui sont en fait d'une complexité très, très importante, et intégrer ces données ensemble, en fait, n'est pas, et en soi déjà, quelque chose sur lequel il faut produire de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire converger, en fait, dans des bases de données uniques. Donc, on voit qu'un certain nombre de startups se réorientent sur cette question de l'intégration de données de sources diverses, qui en fait est assez centrale au développement de ce marché. Donc là, j'ai mis l'exemple d'un fondateur de start-up, d'un autre, qui dit donc nous, on n'est pas dans le digital, on est dans la data. Donc eux, justement, ils intègrent ces données dans différents secteurs. Il dit en réalité, les fondations de l'informatique sont très rigides. L'informatique n'est pas agile. Donc agile en référence au discours politique sur cette question. Si la donnée n'est pas bien formatée, l'algorithme pourra tourner pendant 10 ans, il ne fournira pas d'informations. L'apprentissage sur données se fait quand c'est hyper clean et hyper cohérent. Donc, on voit qu'il y a un repositionnement en fait des startups. Et donc, si je regarde, j'ai fait une espèce de chaînon de la donnée des startups, on voit qu'elles sont souvent positionnées sur plusieurs chaînons à la fois et qu'en réalité, leur offre se situe davantage sur l'intégration de données et aussi la visualisation de données. Donc, on voit qu'en fait, elle se situe à la fois en amont, intégrer les données pour ensuite essayer peut-être d'en faire quelque chose, et ensuite aussi, en fait, finalement, à partir de données que les collectivités ont déjà, eh bien, fournir des visualisations plus jolies, plus claires, etc., clés en main, en fait, aux acteurs publics. Mais finalement, leur offre de production de modélisation à partir des données n'est pas si importante que ça. Donc, peut-être je passe rapidement parce que je suis en train de dépasser, je vais bientôt dépasser le temps. Mais du coup, si on regarde ces startups, on voit aussi, enfin là, je donne rapidement quelques éléments sur ces startups. Donc, elles sont plutôt, la moitié d'entre elles sont plutôt sur un secteur, donc par exemple énergie, immobilier, etc. Et on voit que c'est quand même des startups qui font, pour la moitié d'entre elles, des levées de fonds. Donc, c'est plutôt important par rapport aux autres enquêtes qui ont été faites sur les startups, notamment celle de Marion Fléché. Donc, il y en a pas mal qui font des levées de fonds. Bon, la plupart, c'est moins de 5 millions d'euros. Mais en fait, on peut se demander aussi, ces startups, finalement, qui est dedans. Et quand on regarde les profils, on voit que les 2/3 des fondateurs de ces startups viennent d'écoles d'ingénieurs, donc 15% des grandes écoles d'ingénieurs. Par ailleurs, on a seulement 6% parmi un peu moins de 150, une 130aine de fondateurs, fondatrices, on a 6% de femmes, donc ça reste un milieu très, très masculin, contrairement à ce qu'on peut voir dans des agences d'urbanisme, par exemple, où c'est quand même plus féminisé, ça ne se retrouve pas du tout dans les startups de l'urbain. Et du coup, on peut aussi se dire, ce monde des startups, est-ce que c'est pas, on recommence avec les mêmes et en fait, on prend les mêmes et on recommence à nouveau, c'est-à-dire que finalement, c'est les mêmes profils que ceux qui vont dans les grandes entreprises de l'urbain, mais qui là montent leur startup. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui ont travaillé en grandes entreprises avant de monter leur startup. C'est rarement des gens qui montent leur startup en sortie d'école. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment une transformation des profils qui investissent la Smart City? Ce n'est pas forcément clair. Rapidement, si on regarde du côté des grandes entreprises, on retrouve cette question de l'intégration, mais à un tout autre niveau. Donc, les startups, c'était plutôt sur l'intégration de données de secteurs différents. Ici, on va avoir dans les grandes entreprises
en fait des multinationales qui se situent aussi, on voit pour une grande partie d'entre elles, quand même sur beaucoup de différents secteurs urbains dans leur offre pour les smart cities. Donc avec cette idée qu'il faut désiloter, et donc là encore on retrouve ce discours, prendre les données des différents secteurs, les mettre ensemble pour transformer et rendre plus efficient l'action publique. Et donc, en fait, une façon aussi de couvrir pour ces entreprises différents marchés urbains d'un coup, l'éclairage, la sécurité, l'énergie, etc. Des choses qui auparavant étaient parfois découpées, y compris dans les contrats de marché. Et ça recouvre aussi, donc là, je vous mets très rapidement des discours de représentants de grandes entreprises, là, cette question, en fait, économique, parce que donc on le voit dans le deuxième, en fait, cette enquêtée me dit, en gros, vous parlez de numérique, mais en fait, enfin, il dit ce que vous appelez la Smart City, pour nous, c'est l'évolution du business model de la ville. Quand je parle de désiloter, on parle de transformer le modèle d'organisation de la ville. Notre innovation, elle est là. L'innovation, vous savez, elle est souvent pas dans les technologies. Et effectivement, les grandes entreprises vont s'appuyer sur des startups pour proposer un peu des offres numériques, mais leur offre principale, ça va être de désiloter, de faire converger ces marchés-là, et ça va être tout un ensemble d'autres innovations qui ne sont pas nécessairement technologiques, mais plutôt contractuelles, de modèles financiers, de modèles de contractualisation entre acteurs publics et privés, etc. Bon, je passe rapidement, mais voilà. Du coup, pour conclure, en fait, on peut, c'est dans la lignée de ce qui a été dit avant, mais on peut s'interroger sur la transformation des rapports entre public et privé dans le gouvernement urbain, entre différents types d'entreprises qui investissent ces marchés urbains. Donc, l'idée d'une mutualisation des services urbains qui permet d'élargir en fait les marchés, avec, donc, comme je le disais aussi, de nouveaux modèles contractuels, des financements innovants, le recours au dialogue compétitif, qui sont quand même des modèles qui réduisent le risque pour les partenaires privés en général. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on reprend les mêmes et on recommence dans la création d'un nouveau marché en fait, qui se développe, notamment du côté des startups, de capteurs, donc des nouveaux capteurs qui vont pouvoir produire des nouvelles données et qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans de nouvelles modélisations qu'on va vendre aux acteurs publics. Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une reconstruction de quelque chose qui existait déjà, mais avec le développement quand même de ce marché-là spécifique qui, jusqu'à présent, était bien moins développé. Et donc, il me pose que ça pose quand même des questions à la fois sur la centralité des entreprises dans le gouvernement urbain, et aussi, en fait, avec l'arrivée des startups, de nouveaux modes d'investissement, parce que là, on a aussi des startups dont les clients premiers sont parfois pas vraiment les collectivités publiques, mais les fonds d'investissement qui ensuite vont investir dans leurs startups. Donc, on a quand même une dynamique d'investissement dans les marchés urbains qui se transforme. Deuxièmement, on a une captation de la production de données et d'analyse qui oriente l'action publique par les acteurs privés, puisqu'avant, on avait quand même la centralité notamment de l'État dans la production de données. Là, on a une radicalisation en fait, de la captation de cette production de données par des acteurs privés, et il me semble que ça, c'est quand même un peu nouveau. Et après, on a les collectivités comme terrain d'expérimentation, avec aussi l'idée que ces dispositifs numériques vont permettre de renforcer l'attractivité locale, vont attirer aussi des entreprises, des startups qui vont venir renforcer le tissu économique. Et ça pose aussi, il me semble, la question de l'État là-dedans, mais on en discutera peut-être après, puisque c'est aussi des programmes qui sont très, très, très fortement soutenus par tout un ensemble de dispositifs publics d'accompagnement des startups, de soutien à l'investissement, etc., et qui est aussi de l'argent public à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. Voilà, donc ce n'est pas non plus juste des acteurs privés comme ça qui débarquent en dehors de tout contexte. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là, désolée d'avoir un peu dépassé. Merci beaucoup, Myrtille, pour ta présentation très riche. Eric Berner. M'entendez-vous? Oui, on vous entend. On ne vous voit pas, mais on vous entend. On peut vous laisser la parole pour entre 5 et 10 minutes pour réagir par rapport à ce qui a été dit et aussi par rapport à vos activités au sein de la Direction générale des entreprises. Merci de m'avoir convié à ce séminaire. Je souhaite également remercier
Élise et Myrtille pour ces restitutions. Très enrichissant, très intéressant. Je trouve également que le marché justement de la Smart City, quel que soit le nom et la locution qu'on emploiera, n'est pas un marché si atypique que cela, et pourtant c'est pas un marché comme les autres. Alors c'est ce caractère un peu dual qui est intéressant dans les travaux que nous menons. Je voulais très rapidement rappeler que la DGE a pour leitmotiv l'accélération de l'économie de demain et qu'elle intervient sur tous les leviers d'action publique qui lui permettent de définir des stratégies, d'accompagner les acteurs économiques dans leur transformation, notamment numérique, et puis d'assurer ce qu'il faut en matière de position française sur des aspects de régulation qui largement concernent souvent l'Europe entière et parfois l'international. Enfin, en matière d'exécution de ces politiques publiques, une fois qu'elles ont été conçues, nous aidons les bénéficiaires à se doter des ressorts qui leur permettent d'assurer un développement économique et bien sûr de développer l'emploi. J'ai aussi pour cela donc deux politiques publiques que je voulais mettre en avant, non pas pour ouvrir le débat, mais pour contextualiser. Élise parlait d'une instance légitime. Moi, j'en ai une autre qui est inscrite au sein d'un comité de filière. La politique de structuration des écosystèmes économiques en filière n'est pas nouvelle, mais elle est à ce stade dans une phase de renouvellement avec la reconduction de certains contrats. Et l'une de ces filières économiques, intitulée Infrastructure numérique, s'est dotée depuis plusieurs années d'un COPIL, d'un groupe de travail permanent qui fait appel aux parties prenantes de la demande, donc elle ne concerne pas que les offreurs. Et ce comité de pilotage sur le sujet des territoires connectés ou de la ville intelligente est une instance également qui s'investit dans le sillage des investissements consentis pour équiper et aménager le territoire, notamment avec le plan France Très Haut Débit. Et c'est dans ce contexte que ces opérateurs-là, dont plusieurs entreprises mentionnées également par Myrtille sont présentes dans ce cénacle, donc les fameuses firmes urbaines et d'autres intégrateurs ou d'autres spécialistes sur des domaines précis. Il n'y a pas que les grandes firmes urbaines pour prétendre à contractualiser avec les collectivités locales. Alors, nous sommes dans un contexte, c'est vrai, je parlais de marché pas comme les autres, puisque la notion d'intérêt général a un sens, et que dans le cadre du modèle démocratique, je crois que la libre administration des collectivités mérite d'être rappelée en contexte de base. Et je crois également comprendre que la démographie de cet écosystème d'entreprises dont parlait Myrtille témoigne de la vitalité et du potentiel de croissance. Les startups qui étaient évoquées, je crois également comprendre qu'elles ne s'intéressent pas directement à promouvoir leur offre novatrice ou non par le biais des intégrateurs ou des grandes firmes, mais également qu'elles peuvent contractualiser avec les collectivités en direct. Et là, je pense que c'est un marqueur assez intéressant qui pourrait peut-être faire l'objet d'un travail de recherche appliqué pour témoigner de cette vitalité, c'est-à-dire que l'innovation est capable d'embrasser, de rejoindre la demande au plus près et à tous les niveaux, et pas seulement par le biais d'acteurs déjà établis. Je voulais peut-être proposer et rappeler quelques enjeux qui sont liés peut-être au portage financier. L'idée étant peut-être de voir que des investissements consentis peuvent peut-être maintenant bénéficier non pas d'un report, mais d'un portage ou d'un partage des financements aussi bien en investissement, particulièrement en investissement et ensuite en opération. Je crois avoir repéré des acteurs qui se positionnent sur de nouvelles offres économiques qui ne sont pas simplement des offres de financement, mais qui sont en fait des capacités de fournir un service et de porter finalement les investissements d'une façon qui facilite pour les petites collectivités l'adoption et le passage finalement de l'idée à l'action. Et c'est ceci qui montre également un autre signe de vitalité du marché.
Alors évidemment, s'il s'agit d'un marché de fourniture d'équipements, hein, d'aucuns parlent du capteur au superviseur ou du capteur à l'hyperviseur, si on veut mutualiser ou désiloter des domaines d'application. On a donc des briques technologiques qui sont essentiellement portées et visibles par les grands acteurs déjà installés et dont on a parlé tout à l'heure. Myrtille en disait plusieurs fois des descriptions. Le portage financier, donc d'une part, mais également le partage des risques. Alors là, on est peut-être à une croisée des chemins et c'est ce que révélait l'étude qui avait été publiée en octobre 2021 et commandée par la DGE et justement cette filière infrastructure numérique. Le titulaire du marché avait bien rappelé dans son rapport, dont je recommande la lecture, ce passage à l'échelle qui maintenant doit dépasser les 200-300 expérimentations qu'on peut recenser sur le territoire. Et pour cela, je pense qu'il y a, et ça pourrait être l'objet d'un point de débat, une distinction à opérer entre les domaines particulièrement matures qu'on pourrait ensuite généraliser, massifier, industrialiser, et réserver aux seules collectivités particulièrement matures ou équipées, dotées, pouvant développer une capacité d'ingénierie de projet, des éléments plus innovants et donc par nature peut-être plus risqués. Voilà, donc ça pourrait être une clé de passage à l'échelle dans le cadre de cette demande qui, des fois, a du mal à réunir les compétences, même à comprendre certains enjeux. Je comprends effectivement que le panorama, le cadre légal et réglementaire est particulièrement exigeant. Il est en plus très, très évolutif. Hein. Depuis le RGPD, c'est pas moins de 6 textes majeurs qui concernent les Smart Cities et la prochaine directive sur la cybersécurité et sa transposition ne manquera pas peut-être de faire valoir un peu les enjeux de la cybersécurité qui, pour ce qui nous concerne, traduit peut-être une vulnérabilité qui doit être collective et qui pourrait être appréhendée comme telle pour permettre finalement à ces usages numériques de devenir un quotidien qui, de notre point de vue, présente davantage de bénéfices, notamment pour l'accompagnement à la sobriété. Sur la base du bilan coût-bénéfice, le numérique peut apporter davantage en termes de maîtrise des consommations énergétiques, bien entendu, et de respect et de préservation de l'environnement. Toujours est-il que sur certains domaines d'application, il y a encore une distinction entre les collectivités qui peuvent et celles qui ne sont pas encore soit convaincues ou soit en capacité de pouvoir bénéficier soit d'un accompagnement adapté. Et la feuille de route qu'au niveau national, va être bientôt annoncée, serait de nature à proposer à la fois des actions concrètes vis-à-vis de la demande donc des collectivités locales pour leur permettre d'accéder à des domaines d'application parfaitement matures, parfaitement calibrés, avec un point de découplage justement qui est relativement proche des besoins effectifs et qui n'auront pas justement cette nécessité d'avoir des développements supplémentaires ou simplement à la marge, et une autre forme d'accompagnement qui pourrait être la mobilisation et la lisibilité de l'offre nationale, notamment avec les opérateurs. Je ne citerai que la Banque des Territoires, le CEREMA, bien entendu l'ADEME et l'Agence nationale de cohésion des territoires. Toutes ces parties prenantes de la sphère publique, en plus l'ANSSI pour la cybersécurité, on voit au chapitre et seront probablement en bonne place dans la feuille de route que le gouvernement pourrait annoncer d'ici les prochains mois. Voilà ce que je voulais proposer en mise en contexte et en ouverture du débat. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour votre intervention. Je ne sais pas si Myrtille ou Élise voulaient réagir très vite. Sinon, on a quelques questions aussi dans le chat sur les différentes présentations. Je vais peut-être du coup prendre quelques questions qui sont dans le chat. N'hésitez pas aussi à les poser. Donc, il y a une première question donc, de Bertrand Billou de la SNCF sur savoir si les technologies numériques n'éloignent-elles pas un peu plus les agents humains, analyse des services publics de la ville, des réalités du terrain et de certains biais visibles uniquement sur le terrain et pas forcément derrière un écran. Donc ça, je pense que c'est en réaction à ce que tu présentais, notamment Myrtille.
Voilà, on n'est pas au cœur du sujet, mais effectivement, c'est une question récurrente, quel que soit on va dire, l'acteur porteur de ces solutions technologiques. Effectivement, ça participe du sujet. Mais vous pouvez peut-être réagir dessus si vous le souhaitez, Myrtille ou Élise. Il y a d'autres questions qui sont plus au cœur de notre débat du jour. Antoine, oui. Simplement, je serais bien en peine d'y répondre exactement dans la mesure où je n'ai pas directement observé ce qui se faisait, enfin ce que ces acteurs du terrain faisaient et ce que ça faisait à leur travail, en fait, ces capteurs. Mais il y a quelques travaux, je pense, qui pourront donner des éléments de réponse, notamment sur la vidéosurveillance, par exemple, des choses comme ça, peut-être qui pourraient être… Voilà, mais Myrtille, dans son exposé, expliquait bien, enfin, présentait bien le corps doctrinal commun à un certain nombre de startups et que partagent certains services de collectivité, à savoir que aujourd'hui, si on ne mesure pas, on n'améliore pas. Et donc, du coup, ça donne une primauté à la capacité maximale de mesure qui serait incarnée par ce couple voilà, capteur, production de données, exploitation de données. Donc, c'est ça qui peut être mis en question par différents registres. Et Myrtille Picot l'a évoqué à travers justement la question de la disponibilité des données et ensuite Éric Berner sur finalement les modalités d'encadrement public. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, c'est-à-dire que la relation au réel via pas simplement des écrans, mais des dispositifs techniques ne peut pas constituer l'alpha et l'oméga de la connaissance de la ville et des territoires. Et ça, c'est peut-être plus finalement un débat, je veux dire, anthropologique, sociologique général, un débat sur aujourd'hui le rôle précis des entreprises ou des startups, même si effectivement ce sont les principaux vecteurs de ce corps de doctrine. Si vous voulez compléter, voilà, je ne sais pas si j'ai synthétisé la question. Ouais. Moi, je voulais juste ajouter sur ça qu'on voit quand même, en fait, y compris au sein des collectivités, moi je travaille aussi plus sur la question de la sécurité, notamment cette analyse des phénomènes numériques par des données. En fait, dans le cadre de la sécurité, on voit que c'est quelque chose qui est davantage promu par les personnes qui sont plus haut placées dans la hiérarchie, les cadres, etc., et qui est davantage résisté par les personnels de terrain qui ont l'impression qu'en fait, on leur enlève leurs compétences et leur savoir-faire professionnel en s'appuyant sur ces données numériques. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est vu de la même façon, même au sein d'une… Par exemple, là, si on prend la police, ce n'est pas forcément vu de la même façon selon la position en fait, et les activités des uns et des autres. Donc, je pense que c'est variable aussi, cette question-là. Enfin, il y a différents points de vue quoi, sur ce que les données peuvent apporter ou au contraire enlever de rapport au terrain, de savoir, de connaissance d'un phénomène. C'est quelque chose qui donne lieu à débat. Moi, enfin, on va reprendre les questions, mais moi, ce que je trouve intéressant dans vos deux interventions et qui pose question sur nos perceptions, la transformation du rapport entre la collectivité publique et les entreprises, c'est finalement le fait que à l'origine, la Smart City est portée par des acteurs de l'informatique et on a un certain nombre de craintes liées à la substitution d'acteurs techniques et de la collectivité publique par des opérateurs de l'informatique. Et puis, on voit que ces opérateurs de l'informatique disparaissent ou passent, enfin, ils ne disparaissent pas, ils passent au second plan par rapport à des firmes urbaines. Et puis, on voit dans le cas de Cyberlab, Alphabet, enfin, donc Google, arriver derrière et on se dit, oulala, donc ce sont finalement les GAFA, les opérateurs de l'Internet, qui vont se substituer aux opérateurs urbains, à la collectivité publique et aux firmes urbaines régulées. Et puis, voilà, ce modèle-là, finalement, fait long feu, n'a pas de suite. La puissance de Google, finalement, n'était pas si importante que ça, en tout cas politiquement, puisqu'elle a renoncé à intervenir sur Toronto. Et aujourd'hui, donc on voit les acteurs historiques
se recomposer et proposer finalement des packages. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir avec vous ce qui se dessine. C'est-à-dire que est-ce que de la même manière que ces acteurs ont fait on va dire leur mue servicielle il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'ils vendaient du matériau, de la matière, de la construction, du béton, ils sont mis à vendre du service et aujourd'hui, ils vendent de l'intégration. Aujourd'hui, est-ce que nos instruments de marché du côté de la collectivité publique, du côté de la collectivité territoriale, type marché globaux de performance, type CEMOP, type partenariat d'innovation, finalement, sont des instruments adéquates pour un bon partage des risques, des responsabilités et du contrôle démocratique, ou est-ce qu'ils sont insuffisants à le prendre en charge, quelles que soient les bonnes intentions ou les logiques de ces opérateurs-là? Si quelqu'un veut répondre. Enfin, est-ce qu'on le sait? C'est-à-dire que si on n'a pas la réponse, ça veut dire qu'il faut travailler un petit peu davantage là-dessus. Eric Bernard a donné quelques éléments, justement, de la feuille de route sur le sujet, mais qui n'épuise pas le débat, qui n'épuise pas la question. Mais Eric Bernard peut répondre aussi là-dessus. Moi, j'ai l'impression que quand même, il y a, enfin, par exemple, du côté des startups, la quasi-totalité tente de, en fait, avoir des offres. Et c'est pour ça qu'elles essaient de diffuser en fait, au maximum leurs offres, des offres en dessous de la limite de la barre pour les marchés publics, comme ça, de manière à ne pas passer par justement tous ces marchés publics qui sont vus comme étant lourds, compliqués, etc. Mais du coup, ça fait que c'est quand même des choses qui ne rentrent pas dans ce cadre-là et donc qui ont un contrôle moindre. Et après, il me semble que dans le cas des startups, donc ça fait que ça se diffuse dans beaucoup de villes, y compris des petites communes. C'est pas forcément des très grandes communes où souvent c'est fait au coup par coup, le temps que la startup développe son offre, puis éventuellement soit rachetée ou qu'il y ait des investissements. Mais en fait, que cette offre ne soit pas nécessairement déployée à très grande échelle, voire s'arrête au bout de quelques années parce que la startup ferme. Je pense que ça pose quand même la question de quelle façon ces modèles-là potentiellement protègent aussi les collectivités de ces expérimentations qui permettent d'avoir une montée en compétences sur le domaine numérique, mais ensuite qui ne donnent pas nécessairement lieu finalement à des politiques publiques, enfin, ou voilà, à quoi que ce soit de très pérenne, y compris dans des communes qui n'ont pas forcément de compétences en interne pour pouvoir en fait, gérer ces dimensions numériques, enfin, qui n'ont pas de quoi payer non plus un data scientist ou un ingénieur. Voilà, enfin, je pense que c'est aussi ça. Alors, on a pas mal de questions dans le chat, là, dans les questions-réponses, on peut peut-être y revenir. Antoine, tu en as repéré, tu voulais mettre en avant? Alors, il y a plusieurs questions un peu sur l'action plutôt de les limites du modèle de la Smart City un peu technosolutionniste ou sur les questions environnementales, etc. Et dans quelle mesure, du coup, c'est pris en compte à la fois par les acteurs de ces entreprises et aussi du côté des collectivités, ou aussi s'il y a des recherches au niveau universitaire là-dessus, pour rassembler un certain nombre de questions. Et après, il y a d'autres questions aussi sur, du coup, par rapport à comment toutes ces offres et solutions, quand elles rencontrent les territoires, notamment dans leur diversité, d'une part, à la fois sur la taille de la collectivité, et donc est-ce qu'il y a une forme d'adaptation, ou alors s'il n'y a pas de forme d'adaptation, et donc là, c'est peut-être plutôt la comparaison de la question de Benoît, s'il n'y a pas des formes d'enjeux qui se posent au moment de la mise en œuvre et dans quelle mesure la mise en œuvre, l'implémentation ne fait pas aussi retravailler les offres des entreprises. Ouais, du coup, ça fait beaucoup de questions d'un coup de mon côté. Je pense que je ne pourrais pas répondre à tout. Peut-être sur une des limites de l'implémentation qui rejoint une autre question que j'avais vu passer sur les capteurs notamment et la nécessité de faire discuter les systèmes, de faire circuler les données, etc. Moi, ça rejoint des travaux que je suis en train de faire en ce moment où en fait, je travaille maintenant sur la standardisation des données, notamment sur la question d'interopérabilité des données, en particulier de données ouvertes, hein, mais on ne peut pas le déconnecter des questions de données fermées, enfin, qui n'ont pas forcément vocation à être ouvertes. Un des gros problèmes on a beaucoup de problèmes avec le technosolutionnisme et dans la Smart City de manière générale, mais c'est que, à mon sens, toutes ces solutions
se heurte au fait qu'au sein des collectivités, on a encore un problème de gouvernance de la donnée, de visibilité de la donnée, de manque de circulation de la donnée au sein et en dehors des collectivités. Donc voilà, je ne sais pas trop si je réponds à une ou plusieurs des questions, mais je pense que une des entraves en fait, au déploiement d'un certain nombre de solutions, c'est voilà, ce manque de gouvernance, de visibilité sur les données qu'on peut avoir au sein des collectivités. Donc, il y avait une question sur les métiers. Est-ce que nous aurions des techniciens spéciaux pour gérer une sorte de cohérence numérique sur un territoire particulier ou une ville? Quel serait son métier ou sa formation? Alors, incidemment, c'est voilà, où serait-il employé ou par qui serait-il employé, j'imagine, mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on a une réponse à cette question? Moi, il me semble que, en fait, au-delà de cette question effectivement, de l'interopérabilité des données et où il faut gérer, et où en fait même, c'est quand même très complexe selon la façon dont les données, elles ont été formatées, elles sont produites. Enfin, il y en a qui sont produites à la seconde, il y en a qui sont produites à la minute. Enfin, c'est quand même d'une très, très grande complexité qui demande déjà en soi une capacité de traitement de données très, très évoluée. Mais au-delà de cette question un peu technique, on va dire, qui peut trouver des résolutions, je pense qu'aussi un des enjeux qui est souvent un peu mis de côté par des profils qui sont quand même des profils d'ingénieurs, hein, souvent qui investissent ces postes-là, y compris dans les startups, c'est pareil. Voilà. C'est qu'en fait, pourquoi les données ne circulent pas nécessairement toujours, c'est aussi que les gens ne veulent pas faire circuler leurs données pour des raisons de logique de lutte professionnelle, de lutte entre départements, etc. Et ça, c'est pas en fait une solution technique qui va voilà, faire avancer cette question. Enfin, on le voit bien dans le domaine de la sécurité. Faire circuler des données entre la police nationale, la gendarmerie, les agents de sécurité privée et la police municipale, c'est pas juste un enjeu de technique, c'est aussi que la police nationale n'a aucune envie de donner ces données à la police municipale, qui est hiérarchiquement inférieure, entre guillemets. Enfin, voilà, donc il y a tout un ensemble d'enjeux qui ne se règlent pas dans une dimension en fait technique et qui est souvent cadré uniquement à cette on-là. Et en fait, les organisations ont aussi des raisons de ne pas vouloir faire circuler leurs données. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui renvoie aussi à une dimension politique qui est souvent un peu mise de côté, enfin une dimension politique et professionnelle qui sont un peu mises de côté dans la réflexion sur ces questions. À ce propos, enfin, quand on parle de données, il faut déconstruire un petit peu la chose. C'est-à-dire que, Myrtille, quand vous évoquez les startups et leur capacité de capter et de mesurer, on est sur une information qui circule à l'état de signal d'abord pour réguler le trafic et qui ensuite, une fois stockée, devient de la data commercialisable, etc. Donc, en fait, ce qui se joue dans le rapport entre public et privé est d'un registre un petit peu différent selon qu'on a affaire à une donnée à l'état de stock ou une donnée à l'état de flux ou de signal, me semble-t-il. On n'est pas complètement avec les mêmes opérateurs, les mêmes concentrateurs, les mêmes dépositaires de ces données-là. Et employer peut-être le terme de données de manière générale fait peut-être obstacle à la compréhension parfois de ce qui se joue, me semble-t-il, mais sous réserve de votre confirmation. J'avais aussi quelques questions pour vous, surtout notamment sur un peu si vous avez aussi des éléments sur comment tout à la fois ces discours et ces offres circulent du côté donc formés par ces acteurs privés ou alors ces acteurs comme le think tank de la Fabrique de la Cité, comment ils parviennent à circuler et à être traduits et appropriés ou pas par les acteurs publics, et notamment les acteurs publics derrière qui vont passer les commandes, puisque du coup, si ces offres sont produites, est-ce que ces offres en fait fabriquent la demande ou alors est-ce que la demande reste autonome, notamment en termes de marché public? Comment ça peut se traduire là-dedans, puisque j'imagine qu'il faut quand même un certain nombre de marchés publics pour des plateformes de visualisation et de modélisation. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies là-dessus?
Et peut-être aussi, moi, c'est pareil un petit peu pour Élise, hein, comment du coup cette construction de la menace Google pour le champ de la vie numérique, eh bien, comment il circule aussi auprès des décideurs publics et comment ça va infuser derrière un peu dans leur pratique professionnelle. Et peut-être aussi pour Élise, moi, je sais que tu n'as pas forcément travaillé là-dessus, mais du coup, est-ce que symétriquement, par rapport à ce que tu as analysé, est-ce qu'il n'y a pas un contre-discours aussi produit par Google, en tout cas, en gros, quelle pourrait être la stratégie de Google pour ce qu'ils ont fait ou pas, par rapport à construire une autre image que cette image de la menace pour l'intérêt général qui est construit par ce think tank et d'autres acteurs traditionnels de l'urbain. Mais du coup, je peux peut-être commencer par répondre, du coup, en passant par commençons par la fin. Est-ce qu'il y a des formes de contre-discours de Google? Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas étudié directement, que je voulais faire après ma thèse, et puis finalement, je fais d'autres choses. Mais ce qui a commencé à me questionner un petit peu, c'est la façon dont Google intégrait en fait la critique qui lui était faite et essayer de la désamorcer, comment il y avait en fait une captation finalement de cette critique et comment elle était infusée par Google. Et une des pistes qui, à mon avis, pourrait être intéressante à creuser, et pour le coup, je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas si je le ferai un jour, c'est la façon dont elle finance, par exemple, de la recherche sur les limites de ses propres technologies, dont Google et d'autres financent, par exemple, des chercheurs et chercheuses qui peuvent être assez critiques. Enfin, Kate Crawford, par exemple, est financée en grande partie par Microsoft. Google finançait les travaux de Tinu Gebru jusqu'à un certain point. Donc, je pense que une des pistes qui serait intéressante, c'est de voir la façon dont Google permet la production de travaux critiques et la façon dont elle s'en approprie en fait et essaye de travailler justement cette critique qu'on lui oppose. Donc voilà, ce n'était pas du tout une réponse directe, mais c'est une piste de réflexion qui, à mon avis, mériterait d'être creusée. Élise, pour compléter votre propos, c'est quelque chose à creuser sur le plan analytique, sur le plan sociologique, surtout qu'on peut lire la stratégie de Google à Toronto, pas simplement comme le déploiement d'une emprise encore plus grande sur le territoire et sur les sociétés, mais comme une réponse concurrentielle à Amazon. Google a perdu le combat du marché en ligne face à Amazon. Donc, sa réflexion, et on voit quand on regarde les textes qui figurent sur le site de Sidewalk Labs, notamment, qu'il y a un enjeu pour Google de développer des services sur ce qu'ils appellent City After Retail, c'est-à-dire la ville après le commerce de rue. Et donc, Sidewalk, le trottoir comme plateforme, pour reprendre l'expression d'Isabelle Barros-Serfati, devient un lieu possible de marché pour Google, mais pas un marché de détail comme pour Amazon, mais de nouveaux services. Et ils se sont engagés là-dedans en ouvrant un certain nombre de réflexions, y compris critiques, un peu dans ce qu'on appelle ce nouvel esprit du capitalisme qui intègre et recycle les critiques à son endroit, avec des choses assez étonnantes qu'on pourrait imaginer écrites par des activistes. Et donc, c'est assez étonnant de voir comment, finalement, face à des potentialités de marché, des potentialités de commodification de la connaissance encore très, très incertaine aujourd'hui, eh bien, on a quand même une production d'imaginaire pratique qui ne relève pas que de la stricte maîtrise des instruments par des firmes internationales, mais finalement qui témoignent plus de leur tâtonnement, de leur faiblesse, et à l'intérieur desquels on peut aussi s'engager, qu'on soit acteur public, État, collectivité, acteur de la société civile ou militant. Et juste sur la première question que tu posais, Antoine, je trouve que c'est intéressant, là, dans la discussion, il y a l'intervention de quelqu'un de Nantes Métropole, si je ne me trompe pas. Moi, c'est assez représentatif de ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas forcément de consensus au sein d'une même administration ou collectivité sur les façons de faire. Tout le monde n'a pas le même avis, c'est pareil à différents niveaux hiérarchiques, comme je le disais tout à l'heure. Et il me semble que, en fait,
cette question de est-ce que bon, l'offre crée la demande ou vice-versa, enfin, je pense qu'il y a un peu une co-construction et on peut voir qu'à la fois, il y a des enjeux à différents niveaux en fait, de gouvernement, c'est-à-dire que les intérêts au niveau national peuvent ne pas être les mêmes que les intérêts au niveau local. Si on pense à Amazon, par exemple, on voit bien que à la fois il y a des résistances sur la question de la vente en ligne, mais il y a aussi des régions par exemple, qui donnent des subventions pour que Amazon s'implante parce que ça fait de l'emploi. Enfin, en fait, il y a des logiques très différenciées de recours à ces dispositifs-là. Il y a aussi une logique qui est celle du développement économique local, qui n'a pas forcément à voir finalement avec l'optimisation de la gestion urbaine. Donc, ça peut être pour avoir une écologie un peu économique qui se développe sur son territoire. Enfin, il y a plein de logiques différentes. Dans le domaine de la sécurité, on voit qu'il y a aussi des logiques politiques très, très fortes d'adoption de ces dispositifs-là, peu importe leur efficience ou leur efficacité après. Donc, je pense que c'est pas forcément. Et puis, il faut effectivement qu'il y ait un consensus à un moment donné, que quelqu'un qui ait un portage politique fort aussi pour faire passer un certain nombre de choses. Et on voit, par exemple, dans certains projets politiques, sur la sécurité, finalement, il y a une plateforme, par exemple, de sécurité qui est adoptée, mais elle était portée en réalité par le département informatique de la collectivité pour commencer à lancer une politique d'open data. Et en se saisissant de ça, ils se sont dit, ah bah, ça va pouvoir permettre d'amener cette politique d'open data un peu plus à l'échelle, mais c'est un projet de sécurité parce que politiquement, c'est plus facile à porter. Donc, je pense que voilà, c'est pas forcément unilatéral, mais ça contribue malgré tout à la diffusion d'un discours sur la nécessité de ces dispositifs numériques, un discours plus général, on va dire, et qui est assez difficile à résister, y compris par exemple dans le domaine sur la question écologique ou sur la question de la crise climatique, où on a un discours très fort quand même sur l'apport de ces outils numériques, qui est quand même contrebalancé aussi par le coût écologique de la production de ces capteurs, de ces dispositifs numériques, à l'échelle mondiale, enfin voilà, qui pose quand même question et qui est rarement qui est rarement clairement soulevé par les acteurs qui promeuvent ces dispositifs-là. C'est un point d'attention qu'il y a dans le rapport de Laly Creuset. Et qui pointe d'ailleurs le phénomène paradoxal que tous ces développements qui se fondent sur la prétention à la mesure intègrent très mal la mesure de leurs effets environnementaux et de leur efficience comparée par rapport à d'autres approches servicielles. Alors, il y a deux ou trois questions quand même encore dans le question-réponse qu'on pourrait aussi vous soumettre. Une question sur finalement sur la dynamique de ces développements-là. Laura Fernandez-Rodriguez qui nous demande s'il y a un mouvement de backlash autour des grands investissements. Est-ce qu'on observe des retours en arrière? Et elle donne l'exemple de Gardanne qui avait un projet de Smart City à 40 millions d'euros qui a été abandonné. Alors, là, nous, on décrivait plutôt des opérateurs de taille intermédiaire, des agrégateurs de services, plutôt que des opérateurs globaux d'une ville franchisée. Mais peut-être que vous avez des observations sur les limites ou les retours en arrière par rapport à ce type de démarche, au-delà de Toronto. Alors moi, pour le coup, je n'ai pas une vision assez générale pour dire s'il y a ou non un mouvement généraliste de backlash, mais on observe à la fois énormément, quelques collectivités qui s'obstinent malgré les réticences dans des projets de Smart City, de Safe City aussi. Enfin, moi, je vis à Marseille, ça fait toujours l'actualité, cette question de la Safe City. Et en même temps, il y a beaucoup de projets qui se cassent un petit peu la figure, faute des fois de pérennité économique dans certains cas. J'avais commencé à travailler un petit peu sur la question de The Camp, par exemple, qui voulait être un acteur central sur la question de la Smart City, porter des projets de Smart City financièrement, c'était globalement pas viable et tous les projets ont périclité les uns après les autres. Ça existe toujours, ce camp, ou pas? Oui, ça existe toujours. Ça a été repris par un acteur économique local. Je vous avoue que je ne sais pas exactement ce que ça va devenir, ce qu'il prévoit d'y faire, mais The Camp doit toujours beaucoup d'argent. Ou alors est-ce que les créances ont été… Enfin bon, bref, ça a été repris, ça existe toujours, mais c'est très loin de l'idée originale qui s'en faisait, parce que c'était économiquement pas viable. Okay. Il y a une autre question sur, parce qu'on a parlé finalement du fait que les grands opérateurs de l'informatique et d'Internet n'étaient plus
en première ligne, mais on nous demandait, il serait intéressant de savoir si les grands acteurs privés urbains utilisent des plateformes cloud dans leurs architectures numériques, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, pour ne citer que. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, ils ne sont pas toujours extrêmement présents, mais sous d'autres modalités? Alors, de mon côté, je ne sais pas du tout. Peut-être que Myrtille, Eric ou Antoine auraient la réponse. Ouais, moi, je ne sais pas trop non plus. Enfin, même si je sais qu'il y a quand même il y a quand même des grands acteurs, mais par exemple, pour d'autres projets, très gros projets comme type Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, c'est plutôt des acteurs comme Atos, par exemple, qui vont être mobilisés plutôt que Google ou Microsoft. Voilà, à Dijon, c'était Capgemini qui a fait la plateforme. Il ne me semble pas qu'ils fassent recours au cloud de grandes entreprises, mais type voilà, Google, etc. Mais je ne sais pas, Antoine, si tu en sais plus. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, hein, mais enfin, en tout cas, ça mériterait une recherche un peu plus approfondie sur cette question. C'est un peu une infrastructure sous-jacente et largement invisible, cette question du cloud dans la gestion des services urbains. Juste pour témoigner, enfin, la semaine dernière sur le salon des maires à Paris, Google et Amazon sont présents sur le salon. Donc Amazon depuis l'année dernière, Google depuis plusieurs années. Et parmi ce qu'ils présentent sur le salon, il y a notamment toute leur offre cloud, à la fois pour les collectivités, donc pour le stockage, mais aussi pour un certain nombre de services associés au cloud. Enfin, ils ont organisé typiquement plusieurs tables rondes sur cette question. Donc, c'est vraiment un marché en devenir, ou en tout cas sur lequel ils misent. Sur Microsoft est aussi très intégré dans beaucoup de marchés publics en France sur la question du cloud à l'échelle nationale et locale. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, mais directement, du coup, les collectivités clientes de la part de ces services numériques. Et pour le second aspect, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de startups notamment et de grands groupes en fait, qui s'appuient sur les infrastructures AWS ou Google pour développer leur offre de services qu'elles vont vendre aux collectivités. Donc, vous pouvez avoir aussi les infrastructures cloud du coup, qui vont proposer un certain nombre de services pour les collectivités, même si ce n'est pas les collectivités en première ligne qui vont témoigner. Mais donc, à titre d'exemple, enfin, sur la table ronde Amazon sur le cloud, par exemple, il y avait une personne de la ville d'Aix-en-Provence qui témoignait en fait d'un certain nombre d'expérimentations et d'innovations qu'ils avaient pu mettre en œuvre grâce du coup au service de cloud d'Amazon qui leur permet en fait un passage à l'échelle assez rapide qui est l'offre promue par Amazon. Il est 10h30. On a encore quelques minutes si vous le souhaitez. Il y avait une question à laquelle nous n'avons pas répondu sur le coût. Je la retrouve. Une première, oui. Sur les limites finalement du modèle de la Smart City en raison de son coût. Voilà, mais alors, oui, des coûts très importants financiers, mais aussi en ressources et en énergie pour des bénéfices toujours pas si évidents, essentiellement des promesses de gains d'efficience. Y a-t-il des réflexions sur ces limites chez les acteurs privés ou les acteurs institutionnels de la ville, en dehors du monde universitaire, en somme? Voilà, nous, c'est ce qu'on essaie de faire en développant à la fois des programmes de recherche impliquant acteurs et chercheurs, des webinaires comme celui-là, mais je ne sais pas s'il y a sûrement d'autres scènes que nous ne connaissons pas, mais c'est vrai que pour l'instant, les externalités environnementales des solutions numériques sont peu présentes dans finalement les marchés qui sont passés. Mais peut-être que là aussi, je connais mal le sujet. Oui, très rapidement, si vous en êtes d'accord, Oui, je bien sûr. voulais peut-être proposer de nous référer aux prochains résultats et éléments qui seront fournis dans le cadre des travaux menés par l'ARCEP et l'ADEME sur le sujet de l'empreinte environnementale des équipements numériques. N'oublions pas que les capteurs font partie justement des terminaux, mais au sens de la catégorie à laquelle ils sont rattachés. Mais pour autant, leur ACV n'est pas nécessairement à ce point pénalisant dans le cadre de l'évaluation socio-économique. Et c'est là qu'il faut peut-être assurer un juste équilibre entre, d'une part, la prise en compte de l'empreinte énergétique et environnementale de
ces dispositifs techniques, mais qu'une Smart City, c'est avant tout une démarche visant à assurer le bien-être et le vivre ensemble. Et dans ce cadre-là, je pense que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. Je pense que si des éléments doivent peut-être évoluer en matière de non pas d'accès, mais de partage de la donnée quand elle est d'intérêt territorial, alors on peut être qu'il y a vis-à-vis de la planification écologique des villes, hein, et si cette planification est au centre du projet, alors il y a toute l'attitude pour les collectivités à considérer que le coût et le lancement du projet méritent d'investir et de mobiliser les compétences. C'est un sujet peut-être qui serait intéressant de traiter au titre de recherche-action, la mobilisation des compétences au niveau des collectivités des villes pour assurer cette évaluation socio-économique des projets. La conclusion de cette séquence, Antoine, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour de plein de questionnements. Je voulais juste remercier nos différents intervenants et les participants, hein, pour à la fois vos présentations et les discussions, donc très riches sur cette question. Et peut-être, hein, du coup, pour annoncer qu'on va continuer avec François, hein, cette série de webinaires avec le programme initial qu'on va du coup reporter en début d'année prochaine pour les prochaines séances. On vous communiquera très rapidement l'intitulé, le sujet et la date de cette prochaine séance de webinaire. Merci à tous.